à Madame Mayra Gaillard, qui va se présenter d'abord et qui nous expose vers la transplantation cardiaque à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire contrôlé, Maastricht 3, expérience préliminaire du prélèvement et de la réhabilitation des greffons cardiaques sur machine de perfusion ex vivo. Madame Gaillard, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Dr Mayra Gaillard, je suis chirurgien cardiaque à l'hôpital Marie-Lalonde en tant que praticien hospitalier et avec un travail également dans le labo de recherche. Et donc, je vous remercie de me permettre de présenter cette expérience préliminaire du prélèvement et de la réhabilitation des greffons cardiaques à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire contrôlé ou Maastricht 3. Alors, la problématique, c'est qu'actuellement en France, on observe une baisse du nombre de transplantations cardiaques depuis 2017, comme vous pouvez le voir sur ces courbes. Alors, certes, 2020-2021, on a la pandémie de Covid qui nous a également impacté, mais on voit que cette baisse, elle a quand même commencé avant la pandémie. Et actuellement, on se retrouve dans une vraie situation de pénurie puisqu'on considère qu'on a un cœur pour 2 receveurs et 11% des patients qui s'aggravent ou même décèdent sur liste d'attente faute de greffons disponibles. Et donc, la cause principale, c'est la pénurie de greffons. Et une des voies d'amélioration possibles, c'est mathématique, c'est d'augmenter le nombre de greffons. Actuellement, en France, on ne peut prélever un cœur que sur des donneurs en état de mort encéphalique. C'est ce que vous voyez ici. Alors, soit à critères standards, soit à critères élargis, c'est-à-dire des donneurs avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou plus âgés qu'habituellement. Et ces donneurs en état de mort encéphalique, ça signifie qu'il y a une mort encéphalique, mais qu'il y a une activité circulatoire pour le reste des organes. Alors qu'il existe d'autres catégories de donneurs sur lesquels peuvent être prélevés des reins, des poumons ou des foies, les donneurs dits Maastricht 2 pour le rein et les Maastricht 3 pour le rein, le poumon et le foie. On va y revenir. Et puis, il y a bien sûr les donneurs vivants ou apparentés, mais dont on ne parle pas en cas de greffe cardiaque. Quand on regarde un petit peu la répartition des types de prélèvements multi-organes en 2021, on voit qu'il y a bien sûr encore une majorité de prélèvements qui sont faits sur des donneurs en mort encéphalique, mais il y a quand même 13% de donneurs qui proviennent de M3, avec très peu de M2, puisque c'est des prélèvements qui sont très compliqués d'un point de vue logistique et avec des résultats plutôt moyens. Et en fait, en termes de pourcentage, on a une stabilité des prélèvements sur donneurs en état de mort encéphalique, mais en fait, on a une augmentation permanente des PMO qui sont réalisés sur donneurs Maastricht 3. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces donneurs Maastricht 3 pour augmenter le nombre de transplantations cardiaques? Oui, sur la théorie, mais le problème, c'est que la spécificité de ces donneurs Maastricht 3, c'est qu'il y a un arrêt circulatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circulation, et donc on bascule tout de suite dans des phénomènes d'ischémie. Et le cœur comme le cerveau sont les deux organes les plus sensibles à l'ischémie. Donc, dès qu'il va y avoir un début de phénomène d'ischémie, on peut avoir des lésions qui sont irréversibles. Et qui dit lésion irréversible cardiaque dit une défaillance primaire du greffon et donc une transplantation cardiaque qui va mal se dérouler avec des mauvais résultats. Et cette ischémie, elle est liée en fait à la mise en place du protocole de Maastricht 3, c'est-à-dire que vous allez avoir un arrêt total des thérapeutiques, de tous les médicaments. Et là, il va falloir passer par plusieurs étapes. Et là, une des étapes, c'est de laisser le donneur jusqu'à ce qu'il y ait une pression artérielle moyenne inférieure à 45, puis un arrêt circulatoire. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ischémie chaude totale. Et toute cette période-là, elle est très à risque pour les organes et encore plus pour le cœur. Mais vous voyez que même pour les autres organes, si on a une phase agonique, c'est-à-dire entre l'arrêt des thérapeutiques et l'arrêt circulatoire supérieur à 30 minutes pour le foie, on ne prélève pas le foie. Supérieur à 90 minutes, on ne prélève pas les poumons et 120 minutes les reins. Donc, c'est vraiment cette phase d'ischémie chaude qui pose problème pour l'utilisation des greffons cardiaques sur les donneurs Maastricht 3. Et depuis quelques années, a été développée une machine de perfusion qui s'appelle l'Organ Care System, qui permet d'assurer une préservation à 34 degrés du cœur avec un apport de sang oxygéné riche en nutriments, qui permet aussi une surveillance de ce cœur, une surveillance métabolique. On va mesurer régulièrement dans le circuit les lactates veineux et artériels, avec également une surveillance hémodynamique. On va mesurer en continu le flux coronaire et la pression aortique moyenne. Et cette machine de perfusion, en fait, elle n'est pas nouvelle dans le sens où on l'utilise, nous, déjà en transplantation cardiaque chez des receveurs qui sont à haut risque. Et vous voyez que dans le monde, on est déjà à plus de 800 greffes qui ont été réalisées grâce à cette machine. Donc, l'idée, c'était d'utiliser cette machine pour essayer
de pallier au problème de phénomène d'ischémie sur les donneurs Maastricht 3. Et c'est ce qui a déjà commencé à être fait dans le monde, alors essentiellement aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne, où ils prélèvent les donneurs Maastricht 3 qu'ils mettent sur machine de perfusion, on va le voir par la suite, et ils ont réussi à utiliser quasiment 90% des cœurs prélevés pour être transplantés. Et leurs résultats sont tout à fait satisfaisants puisqu'ils ont des taux de survie qui sont comparables à 1 an entre les cœurs qui proviennent de donneurs Maastricht 3 et les cœurs qui proviennent de donneurs en mort encéphalique. Et sur les derniers chiffres, en 2021, il y avait déjà 300 greffes qui avaient été réalisées grâce à ces donneurs. Ah, ça a bugué. Donc, le but de notre étude, c'était en fait de faire une étude de faisabilité en France du protocole de prélèvement Maastricht 3 pour pouvoir après greffer ces patients grâce à ces donneurs. Donc, on voulait valider un protocole de prélèvement cardiaque, évaluer le greffon cardiaque provenant du donneur Maastricht 3 après mise en place de la machine de perfusion pendant 4 heures et également réaliser une analyse métabolomique du cœur durant la perfusion avec régulièrement des prélèvements sanguins et des prélèvements myocardiques. Et cet essai a été réalisé grâce au soutien de l'Agence de la biomédecine qui est partie prenante dans tout ce qui est greffe en France. Alors, il y avait quelques obligations pour ce travail de recherche. Le premier, c'est bien sûr l'obligation d'un prélèvement pulmonaire à visée thérapeutique pour justifier l'ouverture du thorax. On ne pouvait pas ouvrir le thorax juste pour prélever le cœur à visée scientifique. Il fallait aussi l'accord des proches, puisque c'était un prélèvement à but non thérapeutique, mais à but scientifique. On prenait des donneurs âgés de 18 ans à 55 ans, avec une fonction éjection ventriculaire gauche supérieure à 50%, et quelques critères de non-inclusion qui étaient essentiellement des antécédents de pathologie cardiaque ou d'arrêt cardiaque prolongé ou de cause inconnue. Donc ça, ce que vous voyez sur la carte de France, c'est tous les centres qui sont habilités à faire du prélèvement Maastricht 3 et envers ceux avec lesquels nous avons un partenariat d'investigation, et en rouge, les centres qui nous ont déjà permis de faire les premiers prélèvements. Donc, vous voyez, ça, c'est toute la liste des propositions qu'on a eues depuis 2020. Alors, 2020-2021, c'était un petit peu compliqué avec la pandémie, mais on a quand même eu beaucoup de propositions. Essentiellement, des problèmes de poumons non attribués, donc pas de prélèvement possible ou d'opposition de la famille. Mais on a quand même réussi à réaliser jusqu'ici 4 prélèvements, 2 en 2021, 2 en 2022. Et donc, pour refaire un petit peu de chronologie sur comment ça se passe le jour J, donc le donneur est au bloc opératoire, on fait un arrêt des thérapeutiques, on attend que la pression artérielle systolique se descende en dessous de 60 mm de mercure, là on va injecter l'héparine qui nous servira après pour faire ce qu'on appelle la cardioplégie et la mise sur machine. On attend ensuite que la pression artérielle moyenne descende en dessous de 45 mm de mercure, puis la systolie. À partir du moment où il y a la systolie, on déclare le décès, on vérifie qu'il n'y a pas théoriquement d'opposition au don pour les autres organes qui sont prélevés à visée thérapeutique. Et là, on observe une période, ce qu'on appelle de no-touch, de 5 minutes, où on ne fait plus rien pour s'assurer du décès du patient. Donc là, on n'a plus du tout d'activité circulatoire. Il n'y a plus rien qui circule, c'est la différence par rapport au donneur en état de mort encéphalique. Après 5 minutes, on fait la sternotomie. Alors, c'est des choses qui doivent aller très vite à cause de ces phénomènes d'ischémie chaude, donc une sternotomie. Puis, on injecte ce qu'on appelle la cardioplégie, où on va injecter du potassium dans le cœur pour le protéger. On prélève le cœur, on va l'instrumenter, ce qu'on va avoir par la suite, et on met en route la perfusion qui va durer pendant 4 heures. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Et donc, une fois qu'on a prélevé le cœur, on va le préparer parce qu'on ne peut pas le brancher directement sur la machine de perfusion. Il faut qu'on lui adjoigne certaines canules pour pouvoir le raccorder. La première canule, c'est une canule qui va être dans l'aorte ascendante et qui va nous permettre de la fixer au système de circulation où va arriver le sang. Ce que vous voyez sur cette vidéo. On va bien solidariser les choses parce qu'il ne faut surtout pas que ça se déconnecte au cours de la perfusion, sinon on perd l'organe définitivement. Et on met également une canule de décharge dans l'artère pulmonaire pour pouvoir récupérer le sang. Et ensuite, on va mettre ce greffon sur la machine de perfusion, donc tout en stérile, avec un bac hermétique. Là, vous voyez ce qu'on appelle le shunt, donc là où circule le sang quand il n'y a pas de greffon. Et on va venir raccorder le greffon au système qui va lui injecter du sang et injecter du sang notamment directement dans les coronaires, ce qui va permettre au cœur spontanément, après un petit massage, de repartir en général en rythme sinusal spontané, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo.
Donc, on a eu 4 donneurs. Vous voyez que c'est des âges relativement jeunes. Ça va de 23 ans à 52 ans. Quasiment aucun facteur de risque cardiovasculaire. Une FEVG conservée comme on l'avait souhaité et pas de catécholamine. Les critères de viabilité du greffon cardiaque, comment on pouvait savoir que le greffon cardiaque était viable? Et ben, c'était essentiellement une mesure du lactate au cours de la perfusion. On faisait des prélèvements de lactate toutes les 15 minutes, puis toutes les 30 minutes. Et ce qu'on devait observer, c'était une baisse du lactate au cours de la perfusion. Et c'est ce que vous voyez sur les 4 cas ici, alors, le plus parlant étant celui-ci. Donc, c'est vraiment une baisse continue du lactate, qu'il soit artériel ou veineux, avec un objectif qui était que le lactate en fin de perfusion devait être inférieur à 5 millimoles. C'est ce qui a été démontré dans les études initiales quand la machine a été mise sur le marché. Et il fallait également qu'on respecte des objectifs de perfusion avec une pression aortique moyenne de 80 et un débit coronaire à 750 millilitres par minute. Et donc, pour ces 4 donneurs, en fait, on a pu observer que on pouvait partir avec des lactates un petit peu élevés au début, mais que tous, après 4 heures de perfusion, sont descendus en dessous de la barre des 5 millimoles. Et on a également vu quelque chose qui est très important, qui est la différenciation entre les lactates artériels et veineux. C'est-à-dire qu'il faut que les lactates veineux soient inférieurs aux lactates artériels, ce qui veut dire que le myocarde consomme du lactate, l'extrait, et donc a une capacité d'extraction et donc est viable. Et donc, on peut considérer sur ces données que les 4 greffons qu'on a prélevés étaient transplantables sur d'éventuels receveurs. On a également réalisé des analyses métabolomiques sur ces greffons. Pourquoi? Parce que une des limites de cette machine et de ce modèle, c'est qu'on n'a finalement qu'un seul marqueur de viabilité myocardique qui est le lactate lors de la perfusion et que peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait, d'autres marqueurs qu'on pourrait trouver pour affiner encore les choses en termes de viabilité, puisque c'est ça qui nous importe. Et donc, on a fait des prélèvements sanguins toutes les 30 minutes de perfusion et des biopsies myocardiques toutes les heures, avec l'objectif de savoir quel est l'impact de la perfusion sur le métabolisme myocardique. Est-ce qu'il y avait des anomalies métaboliques qui étaient spécifiques à ces greffons qui provenaient de donneurs Maastricht 3? Et du coup, est-ce qu'on pouvait mettre en évidence de nouveaux biomarqueurs de validité myocardique? Alors, en fait, on s'est basé, donc ces prélèvements ont été effectués et on s'est basé sur l'étude expérimentale qu'on avait réalisée dans le service juste avant, qui était sur des modèles porcins où on avait donc réalisé 3 groupes, un groupe contrôle, un groupe d'équivalent de mort encéphalique et un groupe de Maastricht 3. Et on avait prélevé ces cœurs et on les avait tous perfusés sur machine. On a analysé plus de 300 métabolites par chromatographie pour voir un petit peu les différences. Et en fait, quand on regarde que ce soit sur le plasma ou sur les biopsies myocardiques, on voit que c'est des profils métaboliques extrêmement différents entre les 3 différents types de greffons, que ce soit les Maastricht 3 ou les morts encéphaliques, ça diffère complètement. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des phénomènes, des mécanismes très différents. Et ce qu'on a pu voir également, c'est qu'il y a une réelle altération du métabolisme nucléotidique chez les greffons qui proviennent de donneurs Maastricht 3, c'est-à-dire qu'on part avec des doses, des pourcentages beaucoup plus élevés que sur les autres donneurs, et qu'en fait, au fur et à mesure de la perfusion jusqu'après 4 heures, on va revenir à des taux normaux. Donc peut-être que via le cycle des purines, et peut-être qu'en fait ça pourrait être un marqueur de viabilité, c'est-à-dire que si ces taux d'altération du métabolisme nucléotidique ne reviennent pas à la normale, c'est que le cœur ne fonctionne pas bien. S'ils reviennent à la normale, c'est que le cœur fonctionne bien. Et donc, pour conclure, on a pu constater qu'on n'a eu aucun échec de prélèvement des greffons cardiaques malgré une technique de prélèvement différente de ce qu'on fait habituellement. Nous n'avons aussi observé aucun échec de prélèvement des autres organes. C'est-à-dire que c'était important de ne pas mettre en jeu le prélèvement et la greffe d'autres organes pour lesquels le protocole est déjà acté avec de bons résultats. Donc, on ne voulait surtout pas interférer là-dessus. Et on n'a eu aucun échec de perfusion ex vivo sur cette machine OCS. Et donc, tous les greffons cardiaques étaient transplantables. Et donc, c'était la première expérience en France de prélèvement et de perfusion ex vivo de greffons cardiaques prélevés sur donneurs Maastricht 3. On espère que les analyses métabolomiques qui sont encore en cours pourront nous aider à améliorer l'analyse de viabilité de ces greffons cardiaques pour améliorer la survie précoce des patients transplantés. Et nous continuons à développer des outils d'évaluation des greffons en dehors des analyses métaboliques avec réalisation de coronarographie ou d'échographie de surface directement sur le greffon dans la machine. Et donc, je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'équipe qui fait ce travail avec moi, les centres partenaires et l'Agence de biomédecine.
Euh, Avez-vous des questions? Je vois qu'il y a Olivier Bastien qui est en visio, qui est le président ou l'ancien président de l'Agence de biomédecine, directeur scientifique. S'il nous entend, il a peut-être un commentaire. Oui, merci. Enfin, la présentation est très bonne et j'ai déjà écouté une partie de cette présentation. J'espère que l'équipe arrivera rapidement à la fin de cette étude pilote et qu'on pourra passer à l'action. Pour moi, au niveau, disons, national, l'alternative, c'est effectivement le M3 avec une technologie qui sera quand même difficile à déployer sur l'ensemble du territoire. Et puis une alternative également qui a le vent en poupe, qui en tout cas que je soutiens largement, c'est la xénogreffe, qui nécessite bien sûr des moyens de recherche en biotechnologie extrêmement importants, probablement au niveau européen, mais il y a bientôt la Société française de transplantation et je sais que Gilles Blanchot est un des leaders en termes de recherche sur ce domaine. Voilà. Sur le plan logistique, ça sous-entend que la machine est à côté. Le patient, il est chez vous? Non. Non. Vous allez sur le site du prélèvement avec la machine. C'est ça. On se déplace avec 2 chirurgiens, un anesthésiste et la machine. Donc, ça fait. Et en plus, il faut qu'on soit là dès le début du prélèvement. Donc, c'est vrai que c'est long en termes de coût humain et de temps parce qu'on passe globalement 4-5 heures sur place pour pouvoir tout faire. Donc, c'est long, mais en même temps, ça permet d'avoir déjà, ne serait-ce qu'avoir un cœur, on serait heureux d'avoir un cœur pour un receveur. Donc, ça prend du temps, mais je pense qu'en étant de plus en plus rodé avec des équipes qui vont prendre l'habitude, ça va se faire aussi mieux. Là, on tâtonnait un petit peu au début parce que les autres équipes n'avaient pas l'habitude de nous voir arriver pour prélever le cœur. Donc, on prenait notre temps pour bien expliquer. Quand les choses vont rentrer dans l'ordre, comme c'est le cas pour les prélèvements sur de morts encéphaliques, ça prendra moins de temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste du temps et de l'investissement. Oui, une question là. On va vous passer un micro qui est peut-être resté sur la table là. Et parlez bien près du micro pour que tout le monde entende, tous ceux qui sont en visio. Pour apprécier la vitalité du greffon, on nous a montré il y a 2 mois ici une étude avec une start-up pour les reins qui nous montrait la vascularisation avant et après. Est-ce que vous avez utilisé ça? Là, pas en in vivo, mais on va commencer un protocole de recherche avec l'université Saclay, où on va faire de la fluoroscopie pour pouvoir justement voir en live la vascularisation. Ça, c'est quelque chose qu'on va développer, mais il faut d'abord qu'on le fasse sur des modèles porcins. C'est ce qui va pas tarder à démarrer avant de pouvoir l'appliquer sur le cœur. D'accord. Et il y a un autre moyen, je ne sais pas si vous le connaissez, j'ai vu que vous utilisiez l'échographie, oui. Mais vous l'utilisez de façon conventionnelle. Oui. Si vous utilisiez l'échographe ultra rapide actuellement, vous avez une vue de la vascularisation totale de votre organe, y compris de sa qualité tissulaire. Est-ce que vous envisagez ça? Parce que ça, c'est facile à faire. Ce n'est pas une grosse machine, c'est un échographe, et ça peut se faire même en péropératoire une fois que vous avez greffé. Je pense que ça peut se faire, tout à fait. Il faudra donc ça, c'est assez facile à faire. Hein. Oui, il faudra engager des cardiologues pour nous aider, parce que je ne fais pas d'échographie en tant que chirurgien, mais oui, tout à fait. Il y a plein de choses à faire, en fait. C'est ça qui est très bien, c'est qu'on peut jouer faire des analyses métabolomiques, mais il faut aussi faire de l'imagerie. Enfin, il y a plein de voies différentes pour pouvoir vraiment être sûr qu'on a une viabilité myocardique et qu'on peut greffer ce cœur. Je ne sais pas si je peux... Oui, bien sûr, pardon. Qui est... C'était Olivier Bastien. Je voulais faire une petite question supplémentaire. C'était comment vous avez vécu l'accueil des équipes sur lesquelles vous êtes allé? Vous êtes allé surtout à Angers, à Poitiers, j'ai vu. Parce que dans la semaine actuellement, on parle beaucoup de fin de vie et on démarre cette question éthique importante et la nécessité d'une sternotomie rapide implique une proximité très forte entre la réanimation et le bloc opératoire, voire l'accompagnement en fin de vie au bloc opératoire, ce qui n'est pas une pratique très courante en France, quoi.
Oui, ça, c'est vraiment un écueil pour nous. Donc après, on n'a pas voulu du tout interférer là-dessus, ce qui fait qu'il y a même un prélèvement qu'on a fait où le décès a été constaté en réanimation et on avait organisé tout logistiquement pour descendre très, très, très vite le donneur, pardon, dans la salle du bloc opératoire pour gagner du temps, mais pour ne pas non plus léser les proches qui souhaitaient être là au moment du décès. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on essaie d'anticiper en amont en réunissant tous les acteurs qui doivent être prêts. On est tous en stérile avec tout le matériel prêt pour gagner un maximum de temps. Et après, on accélère sur tout ce qu'on peut sans léser les proches. Après, nous, on n'a pas eu, sur les 4 prélèvements qu'on a fait, la famille au bloc opératoire. C'était des souhaits de la famille de ne pas être là. Donc, c'est sûr que pour nous, ça simplifie les choses. Et puis après, nous, on essaye de se dépêcher sur la sternotomie pour laisser du temps pour la famille auparavant. Les préleveurs des organes intra-abdominaux ont plus de chances que vous, puisqu'il y a une circulation extracorporelle normothermique, oxygénée qui tourne pendant toute cette phase, donc les organes sont à peu près protégés. Vous n'avez jamais imaginé déplacer le niveau de clampage de l'aorte et le mettre au niveau des valves aortiques pour aussi irriguer les coronaires avec ce système? C'est faisable? C'est pas envisageable? Normalement, ça c'est pas envisageable parce qu'on aurait un problème au niveau de la vascularisation des troncs cérébraux. Ce qu'on fait, ce que je n'avais pas montré ici, c'est qu'on est obligé de gonfler un ballon d'occlusion dans l'aorte thoracique parce que si on perfuse jusqu'en haut, on va aussi perfuser en intracérébral, ce qu'on ne doit pas faire parce qu'on considère que le patient est décédé. D'accord, donc c'est un problème plus éthique. Et par ailleurs, l'avantage que nous, on soit arrivés sur ces prélèvements, c'est qu'il y a effectivement la mise en place, donc la circulation régionale normothermique pour la préservation des organes abdominaux. C'est vrai que nous, en tant que chirurgien cardiaque, on a une énorme habitude de ces machines qu'on utilise au quotidien. Et donc, comme on est là, on peut aider ces équipes à mettre en place la CRN, quand des fois c'est un petit peu difficile, que les vaisseaux sont calcifiés. Et donc, en fait, c'est comme ça aussi que ça s'est bien passé parce qu'on a pu donner un petit peu d'aide aux équipes sur place. On est habitué à le faire plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine à l'hôpital en tant que chirurgien cardiaque. Donc, il y a une vraie complémentarité, en fait, et un vrai rôle, en fait, qu'on soit sur place là-bas aussi. Alors, vous avez évoqué, ça a été évoqué, les éléments diagnostiques de qualité du greffon, mais on voit bien qu'on va se mettre à réanimer maintenant les greffons. En tout cas, ceux qui sont morts, on va les réanimer, et ceux qui ne sont pas morts, on va les préparer, et on les prépare déjà. Enfin, je parle sous le contrôle de Karim Boudjema, qui connaît bien les transplantations hépatiques. Vous avez des options sur ce point? Bah, c'est là où, en fait, ce qu'il nous faut, c'est vraiment ces critères de qualité, notamment biologiques. C'est-à-dire que là, par exemple, si on voit le cycle des purines, comme on a vu l'altération et la récupération, on pourrait se dire qu'on pourrait doser l'urée, puisque c'est in fine le bout de chaîne de ce cycle. On pourrait doser l'urée et voir si elle diminue au cours du temps et que les lactates diminuent au cours du temps. Bah, ça veut dire que c'est le marqueur. Ça va. Si par contre, ils restent ils stagnent ou ils augmentent, c'est peut-être que justement le cœur n'arrive pas à récupérer du phénomène ischémique et qu'il ne faut peut-être pas le greffer. Et on peut coupler ça à une échographie et à plein de mécanismes, plein d'outils. Probablement qu'il n'y aura pas un seul outil qui nous fera dire justement que l'organe est viable, mais qu'il faut développer plein de petites choses pour que ce soit un faisceau d'arguments qui nous fasse dire là, le cœur est viable. Et c'est vraiment probablement la perfusion qui fait que ça va améliorer le cœur. C'est le fait de remettre du sang oxygéné dans le cœur qui fait qu'il va passer le cap du phénomène d'ischémie reperfusion. Est-ce que ça pourra marcher? Et tout seul, il marchera tout seul. Enfin, il est aidé. Merci. Pas d'autres questions. Merci beaucoup à vous.